Bonjour et bienvenue dans La Routine, le podcast qui explore les habitudes de celles et ceux qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on admire. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jérémy Nadeau, humoriste et acteur, à l'occasion de son spectacle Beaucoup trop, accessoirement sold out toutes les semaines, dans toute la France et au-delà jusqu'au Canada. Au cœur de ton actu, on retrouve aussi la sortie de la saison 2 de la série Cœur Noir sur Prime dès le 9 mai prochain. Bonjour Jérémy et bienvenue dans La Routine, comment vas-tu ? Mais bien, je suis propre tellement tu m'as fait mousser là. Et c'est pas fini. Ah ouais, putain, génial. Et c'est pas fini. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va bien. Dans la vie en général, ça va bien là. Et ben tant mieux. Je suis content. Et ben Jérémy, on te voit partout, justement sur Instagram, sur YouTube, sur scène, sur Amazon Prime. Autant te dire que c'est un peu difficile à suivre. Alors clairement, ce format sur les routines, les rituels, les habitudes se prête particulièrement à ton quotidien. Sur ton compte Instagram, tu écris que tu rêvais d'être un clown quand tu étais petit. Alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de vivre de tes blagues ? C'est bien. Ah, c'est kiffant. C'est vrai que j'ai fait du cirque quand j'étais petit. Et je voulais être clown. Et il y avait un média, je sais plus qui c'était France Télévisions, je crois, qui était venu et qui avait fait un reportage sur l'école de cirque dans laquelle j'étais. Il faudrait que je retrouve cette vidéo où moi je disais quand je serai grand, je serai clown. Et voilà, j'ai pas de nez rouge, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. T'as pas voulu continuer le cirque ? Je sais même plus pourquoi j'ai arrêté, mais en tout cas, je peux vous dire que je faisais le grand écart et je maîtrisais le diabolo comme personne. Et comment ça s'appelle le truc où t'avais l'espèce de rouleau avec une planche dessus là ? Ah, j'étais un de ces troubadours. J'ai inventé une nuit debout. Je me rends compte que c'est moi qui ai inventé une nuit debout. Je faisais des bolas et tout, genre je jonglais. Je peux jongler si tu veux là. Les gens ne verront pas. Non, tu sais encore faire tout ça ? Je sais encore jongler, ouais. Et pas le grand écart ? Grand écart, non, j'ai essayé d'arrêter pour des raisons évidentes. D'accord, très bien. On s'arrêtera là pour ce sujet. On t'a découvert sur YouTube à travers la chaîne de Jérémy. Et la vidéo la plus ancienne de ta chaîne YouTube s'intitule « L'alcool en soirée ». Elle date d'il y a maintenant 13 ans. Il y a 13 ans, t'en étais où dans ta vie ? À faire des vidéos sur l'alcool en soirée, alors je buvais pas d'alcool, je crois. Ouais, non, c'était... il y a 13 ans, j'avais quoi ? J'avais 20 ans. Et je crois que j'ai commencé même avant, parce que cette vidéo, c'est un remake, entre guillemets, de la première que j'avais fait, qui s'appelait Les boîtes de nuit, qui a été supprimée depuis, je crois que c'était 2019 ou 2018. Donc il y a 17... Ouais, il y a 16 ans, un truc comme ça. Tu veux dire 2009, non ? 2009, pardon, Ouais. 2009 ou 2008. Peut-être qu'il est un peu tôt pour ce podcast. C'est la question que la France se pose et je n'ai pas la réponse. J'en étais où ? J'en étais que je venais à peu près d'avoir mon bac. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que je voulais faire des blagues. Mais je pensais que je voulais que ça soit un truc un peu à côté. Même si je pense qu'au fond, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. Mais il y avait entre ce que je voulais faire et ce qu'il fallait faire, entre guillemets, passer les diplômes, etc. pour rassurer un peu les parents, quoi. Qui n'étaient pas non plus inquiets. Mais ouais, fallait... c'est faire ce qu'il faut faire avant de faire ce que tu veux faire, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour faire ce qu'il faut faire ? Ouf. Ouais. Quelqu'un peut lui apporter juste un verre d'eau parce qu'elle a fait un tout petit mal-être. C'est pas facile. Non, faut faire un bac ES et puis 1 an de DUT de gestion et puis un BTS MUC et bosser 3 ans chez Célio avant de se rendre compte que ce qu'il faut faire, ça y est, c'est passé là, je crois. Il fallait le diplôme, il fallait bosser un peu pour avoir cette notion et cette valeur du travail et de ce que c'est que le quotidien normal, entre guillemets, tu vois, pour essayer de sortir un peu de ça. Et c'est un truc dans lequel j'aurais du mal à retourner aujourd'hui, je pense. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ta chaîne YouTube réunit plus de 3 millions d'abonnés. C'est Oui. beaucoup quand même. Hein. Qu'est-ce que ça te fait ? C'est presque la France. C'est presque la France. Ouais, si mes calculs sont exacts. Presque. C'est ça, hein ? J'apprécie le presque. Ouais, Je pense que voilà, c'est presque. plus- Presque, ouais. c'est vague, donc c'est bon. Et ça te fait quoi tout ça ? Bah, c'est bien, c'est kiffant aussi, surtout de se dire que c'est 3,5 millions qui sont arrivés au cours de ces 10-15 années, tu vois. C'est pas un truc à péter d'un coup, c'est vraiment petit à petit, c'est arrivé. On a vu les 50 000, on a vu les 100 000, on a vu les 500 000, on a vu le million, donc c'est cool, tu vois. Presque la France. Presque. Quelle vidéo a fait le buzz pour la première fois ? Je serais tenté de te dire que c'est soit la vidéo sur les préservatifs, soit la vidéo sur la bagarre. D'accord. En fait, c'était particulier à l'époque sur YouTube. Quand tu arrivais sur YouTube, tu avais une espèce de grand bandeau en haut, mais genre vraiment qui prenait le tiers de la page, où en fait, ça mettait en avant une vidéo d'un créateur qui était prometteuse ou qui avait des bons retours, etc. Et en fait, sur une de ces 2 vidéos, je crois même les 2 vidéos, je me suis retrouvé en page d'accueil comme ça, en fait, parce qu'avant, il y avait peut-être 100 fois moins de créateurs à l'époque, tu vois.
Et donc YouTube se permettait de mettre un créateur en avant, hein. Et en fait, à partir de ce moment-là où la vidéo a été mise en avant, j'ai pris genre, je crois que je prenais genre 5000 abonnés par jour, un truc comme ça, je crois. C'était gigantesque, tu vois. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, ça y est, là, je vais tout casser, Là, je je vais me suis dit, ouais, il se devenir passe un truc là. humoriste. Il se passe un truc, mais en fait, c'est pas les chiffres qui m'ont fait dire je vais devenir humoriste, parce que je pense que se dire que tu vas devenir humoriste parce que ça marche, parce que tu vois des statistiques, etc., je pense que c'est pas selon moi, c'est pas la bonne motivation. Mais quand tu vois les chiffres, tu te dis, ah, peut-être que c'est le bon chemin, en tout cas, tu vois. Et qu'il y a moyen de faire un truc là-dedans. Alors là, on parle de succès, mais est-ce qu'il y a une vidéo qui a fait un bide ou que tu regrettes d'avoir tourné? Non, je crois pas. Alors, bid, j'en ai fait des vidéos qui n'ont pas marché. Surtout là, on parle de YouTube, mais sur Insta aussi, j'ai Oui. fait des vidéos qui n'ont pas fonctionné. Mais je regrette aucune vidéo. Ok. Je regrette aucune vidéo parce que justement, j'ai ce truc de quand je le sens pas, je le fais pas. Quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Et en fait, ça permet aussi de se retourner et de dire, ok, tout n'a pas fonctionné, mais au moins, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Et même mes anciennes vidéos, c'est encore. J'ai hésité à les archiver un peu. Euh, Il y en a que j'ai archivé parce que ça m'en semble vraiment plus. Mais je regrette rien de ce que j'ai fait en tout cas. T'as un exemple de vidéo qui te ressemble plus? En vrai, tu prends ces anciennes vidéos, c'est plus ce que je fais aujourd'hui, quoi. Puis c'est 15 ans plus tard, tu vois. C'est vraiment. Oui. Qu'est-ce que tu faisais il y a 15 ans? A priori, t'as changé. Moi, Bah je ouais. dis pas, moi. Ah, ok, ça marche. C'est pas moi la T'es star. là pour mettre une bonne ambiance en tout cas. Tu t'es pas arrêté là puisque tu t'es lancé dans le stand-up. Qu'est-ce que tu as fait que tu t'es lancé dans cette aventure? Ce qui a fait que je me suis lancé dans cette aventure, c'est dans l'idée, c'est que j'ai toujours voulu faire ça parce que j'étais fan d'un mec qui s'appelle Courtemanche quand j'étais petit, qui est un humoriste québécois en fait, qui fait beaucoup il fait pas vraiment du stand-up, mais il est sur scène, il fait des personnages, etc. Et puis j'ai toujours aimé le stand-up. Moi, j'ai grandi aussi avec Gad Elmaleh, avec des mecs comme ça, avec Jamel. Et je voulais monter sur scène. Et ce qui a fait concrètement que je suis monté sur scène, c'est mon pote Hakim Omiri, qui lui avait déjà son spectacle. Et j'étais parti le voir en spectacle. Et j'étais allé le voir en spectacle. J'étais allé le voir en spectacle. Parti, c'est pas très Ce que français. tu préfères, ce qui te ressemble. 3,5 millions, c'est presque la France, hein. Je préfère revenir sur ça. Je viens de calculer. Et je suis allé le voir en spectacle. Et je lui ai dit à la fin de son spectacle, en fait, j'aimerais bien monter sur scène, je crois. Il m'a dit, ouais, t'as un texte et tout. Ouais, j'avais écrit un petit texte. Et il m'a dit, ok, vas-y, je te prends une date pour dans 2 semaines. Et genre, dans 2 semaines, tu vas faire ton premier comedy club, etc. Et je dis, mais je crois pas que je suis prêt. Il m'a dit, mais tu seras jamais prêt. Il y a aucun moment où tu vas dire, ah, ok, je suis prêt, j'y vais. Surtout quand tu commences. Et du coup, 2 semaines après, j'étais sur scène. C'était en 2016, je crois, un truc comme ça. 2016? Ouais, à peu près. Et c'était où? Au Paname. Et qu'est-ce que t'as ressenti cette première fois sur C'était scène? génial, c'était incroyable. C'était incroyable, puis après, c'était de moins en moins bien, donc j'ai arrêté. Ah bon, pourquoi? Parce que c'était. En fait, la première, je sais pas, j'ai eu une sorte de. Pas d'épiphanie, mais tu sais, c'était la première fois que je montais sur scène et genre j'avais. Et après, je pense que j'ai pris la confiance. Je pense qu'après la première fois, inconsciemment, je me suis dit, ouais, c'est facile. Et non, pas du tout. Et du coup, j'ai arrêté pendant un an. J'ai repris en 2017. J'ai re-arrêté pendant un an. Et j'ai repris en 2018 définitivement. Et t'avais le trac ou pas avant cette première fois? J'ai toujours le trac. Ah ouais, toujours? Ouais. C'est-à-dire? J'ai toujours le petit stress de. En fait, quand je joue mon spectacle, j'ai plus de stress. Parce que je connais le spectacle par cœur et je sais ce qui fonctionne et je sais où je peux appuyer. Je sais que tout est carré. Tu vois. Mais quand tu vas tester des nouvelles blagues et où tu sais pas en fait ce qu'elles donnent, c'est compliqué, hein. Mais j'ai toujours le trac. Et tu fais quoi alors? Avant de Tu veux la monter vraie sur réponse scène? ou la réponse un peu. C'est- Je donne les deux. Ça te va? Tu dis celle qui te, Je qui fais te des met à exercices l'aise. de respiration, de méditation. Je vais chier, Anaïs. Je vais vraiment chier dès que je peux. Mais non, mais Tu libères en tout cas. je libère, voilà, je libère. Mais non, mais c'est un vrai truc le stress parce que moi, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps. En fait, je pensais que je montais sur scène. En fait, j'avais qu'une moitié de la réponse de pourquoi je monte sur scène. La première moitié de la réponse, c'était je monte sur scène parce que j'aime trop voir les gens rigoler, etc. Genre, c'est un truc En fait, la vraie réponse, c'est que ça me donne confiance en moi de voir les gens rigoler. Et en fait, je monte sur scène parce que pendant très longtemps, j'ai eu des vrais problèmes de confiance en moi. C'est un peu paradoxal de choisir ce métier, mais il n'y a aucun moment où je me sens plus en confiance dans ma vie que quand je suis sur scène et qu'il y a 500, 1000 personnes qui rigolent au spectacle, etc. Tu vois. Et c'est un peu. Donc le stress, il est toujours là, mais en fait, c'est le stress de décevoir. C'est le stress de ne pas être à la hauteur. Et je pense que décevoir le public, c'est dans l'inconscient décevoir tes parents. Tu vois. J'ai fait un choix de
parcours qui était un peu différent. Regardez, j'ai pris la bonne décision, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je monte sur scène et c'est pour ça que je suis aussi stressé parfois de monter sur scène. Surtout que pendant des années, tu étais devant ta caméra. Ouais. Là, tu es devant. En fait, des j'ai personnes commencé par le physiques. théâtre avant de faire des vidéos. Et ensuite, je suis passé sur les vidéos et tu as une espèce de confort dans les vidéos de je peux refaire 14 fois la même prise. Je maîtrise le montage, je maîtrise le processus créatif de A à Z en fait. Et après, je vous offre ce contenu et vous en faites ce que vous voulez. Là, tu maîtrises le processus créatif des blagues, mais en fait, la réaction, elle est immédiate. T'as pas de... Tu peux pas, entre guillemets, on dit que les gens qui sont méchants sur Internet, ils se cachent derrière des écrans, mais nous aussi, on se cache derrière un écran. C'est-à-dire qu'on on n'affronte pas, entre guillemets, les réactions en direct, tu vois. Et ouais, c'est bien différent, mais c'est tellement agréable, les retours sur scène, que j'aurais du mal à revenir en arrière, je pense. Donc là, cette première expérience sur scène était en 2016. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ton spectacle? J'imagine qu'il y a eu différentes étapes quand même. Ouais, j'allais dire, c'est le parcours assez logique, mais il y a plein d'humoristes qui n'ont pas pour but d'avoir un spectacle. Mais moi, j'ai toujours voulu, depuis que j'ai commencé en tout cas le stand-up, avoir une heure. Parce qu'il y a un truc de. Moi, quand j'étais petit, je regardais des spectacles, je regardais pas des passages de Comedy Club. Et en fait, c'est ça que je voulais faire. Et ça se trouve, si il y avait eu des diffusions de plateaux d'humoristes quand on était plus jeune, etc., ça se trouve, j'aurais pas voulu faire un spectacle, tu vois. Mais moi, j'avais envie de monter sur scène, d'avoir une affiche pendant une heure, de parler aux gens, d'avoir un titre de spectacle. J'avais plein d'envies comme ça, tu vois. Et ouais, j'ai commencé le stand-up normalement. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, tu commences à trouver un peu ton clown, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tu trouves ton personnage sur scène, tu trouves comment qui t'es sur scène, comment tu vends tes blagues. Et en fait, tu commences à accumuler des sketchs. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec mon co-auteur qui s'appelle Kaza, c'est que le spectacle ne ressemble pas à juste un ensemble de sketchs. On voulait vraiment faire un fil conducteur, que les gens voient une œuvre de A à Z avec un début, un milieu, une fin, et que tu repartes avec un truc complet et pas juste il a fait une dizaine de sketchs de 5-6 minutes et sans trop de relation entre les sketchs, quoi. Alors, j'ai beaucoup de questions d'un coup. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Beaucoup trop déjà ton spectacle? Beaucoup trop parce que on a tendance à se dire qu'on connaît pas la vanne de trop tant qu'on l'a pas faite et qu'on aime bien aller un peu loin dans les blagues mais voilà, souvent entre nous on surenchérit dans les blagues et on se dirait un peu trop. Entre nous qui? Avec mon groupe de potes. Ok. On a surtout un groupe de potes qui est où faut pas être susceptible et on a une règle, c'est que tant que c'est drôle on y va. Et parfois, on va loin dans les trucs. Et c'est pour ça, beaucoup trop, il y a plein de vannes qui vont beaucoup trop loin. Et je le dis dans le spectacle. À un moment, je fais une vanne, notamment sur ma mère qui m'agresse plus ou moins. Et je le dis à la fin que je vois des gens. Et vraiment, à chaque fois que je fais cette blague, il y a des gens qui pleurent de rire, qui s'essuient les yeux et tout. Et je vois des gens qui me regardent, genre, qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Mais tant mieux, c'est bien. Ça, c'est la vanne de trop. C'est pas la vanne de trop, je pense, mais je le sens des soirs où j'essaye de pousser un peu plus loin, où les gens se disent, moi, juste avant c'était bien, je pense. Tu vois. Je le dis au début, en plus au tout début du spectacle, je dis tant que vous rigolez, je continue. Et en fait, on n'est pas à l'abri de trouver une dernière blague qui est exceptionnelle, tu vois. Mais en fait, je veux que quand il y a un sujet et quand il y a une blague, je les sors jusqu'au bout. Je veux pas me dire, j'aurais pu aller plus loin sur des trucs. Je vais loin, je vais beaucoup trop loin, c'est pas grave, et après je reviendrai un petit peu, tu vois. Mais c'est la règle. Et c'est comme ça qu'on trouve des bonnes blagues aussi, tu vois. Et c'est quoi le fil conducteur alors? Le fil conducteur, en gros, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme en 2025? Qu'est-ce que c'est qu'être un bonhomme? Est-ce qu'un homme doit forcément être toujours courageux? Forcément ne pas avoir de peur, ne pas avoir de faiblesse, etc. Parce que moi, quand j'ai grandi avec une figure paternelle assez forte, virile, tu vois. Et j'ai grandi avec des films de Bruce Willis, des films de L'Arme Fatale avec Mel Gibson, Danny Glover, etc. Où c'était des bonhommes, tu vois. Genre. Et moi, j'avais cette vision de l'homme qui est l'homme, il en est un s'il est parfait, tu vois. S'il n'a pas de défaut, pas de truc. En fait, je suis revenu de cette vision parce que je parle de toutes les addictions que je peux avoir, les mauvaises pensées qu'on peut tous avoir, le manque de courage, de plein de trucs, etc. Et est-ce que ces éléments font qu'on n'est pas des hommes? Je pense pas, tu vois. C'est juste qu'il faut
peut-être pas se déconstruire, mais se construire différemment, en tout cas que la vision qu'on avait quand on était jeune, tu vois, qui était pas désagréable. C'était kiffant de voir ces mecs, ces espèces de super-héros, etc. Mais en fait, on n'en est pas et c'est pas grave, tu vois. Et il y a eu un déclic qui t'a amené à cette idée? Bah, en fait, je pense que dans le spectacle, au fur et à mesure des thèmes qu'on abordait, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc qui ressort, c'est qu'on parle beaucoup des défauts, entre guillemets, c'est normal, et de l'imperfection, au sens général du terme, tu vois. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça. Est-ce que ça fait aujourd'hui que je suis pas un homme? Je pense pas. C'est pas un homme, il n'est pas défini par son courage permanent, c'est son absence de faiblesse, son absence d'émotion, de trucs, etc. Tu vois. Et je parle notamment de mon père qui avait une vision très différente. Et c'est une ancienne génération, tu vois. Mais je dis que moi, je pensais que mon père, il savait tout faire. La vérité, c'est qu'en fait, il voulait pas nous montrer ce qu'il savait pas faire. Et en fait, je comprends aussi parce que t'es un papa et t'as envie. Moi, je suis pas papa encore, mais je pense que t'as envie d'être parfait aux yeux de ton enfant, etc. Tu vois. Et je dis qu'un jour, je l'ai vu tomber en roller dans des escaliers. Et je me suis rendu compte que mon père, c'était pas un mec parfait, qu'il savait pas tout faire. Est-ce que ça fait qu'il est pas un homme? Non, je pense pas, tu vois. C'est juste que pour certaines personnes, c'est plus difficile d'assumer qu'on n'est pas parfait, en tout cas. Et tu as trouvé ton clown, alors apparemment. Comment est-ce qu'il y a des différences entre ton clown, ton personnage sur scène, et toi en tant que personne? Il y a des différences, il y a beaucoup de points communs aussi, parce que je pense qu'on est quand même. Je joue pas un personnage à 100% sur scène. Je pousse certains traits, évidemment, mais les passages où je parle juste, où on est vraiment dans le stand-up pur, c'est 100% moi. Tu vois. Et j'essaie, et justement, ça, c'est compliqué. Et en fait, c'est fou parce que quand tu parlais de tournage de tout à l'heure d'Amazon, etc., le travail que tu fais, c'est de t'éloigner le plus de toi-même et d'être un personnage. Le travail le plus compliqué, je trouve, dans le stand-up, et ce que j'ai mis le plus de temps à faire, entre guillemets, c'est me trouver moi sur scène. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as tendance à monter, quand tu montes sur scène, très vite, tu peux être. Et donc là, j'étais au marché et je vois ce mec. Et en fait, c'est pas du tout toi. Et tu peux dire, ouais, mais en fait, moi, j'étais au marché et là, je vois un gars. Tu vois. Et en fait, tu as ce truc tendance à. Quand tu montes sur scène, et je pense que parce que tu es stressé et parce que t'as pas envie de te mettre à nu devant les gens, bah, tu te caches derrière un personnage de stand-up. Tu vois. Et souvent, je vois des gars et je dis, ah, il a pris sa voix de stand-up là. Tu vois. Et je pense que ça a été le plus dur pour moi de trouver mon clown naturel, entre guillemets. Et après, c'est des personnages, c'est autre chose, tu vois. Mais de se trouver soi-même, il n'y a pas de, il y a pas de triche pour le coup. Tu as une espèce de période incompressible il va falloir manger, manger, manger de la scène. Et tu vas être obligé de monter sur scène et d'échouer, entre guillemets, pour réussir à te trouver, tu Comment tu l'as écrit, ce spectacle? vois. Sur un ordi, principalement. Donc c'est hyper facile, tout le C'est monde peut le hyper faire, facile, en c'est fait. ça? Si t'as un ordi, c'est bon, tu peux écrire un spectacle. Non, je l'ai écrit, comme je t'ai dit, moi, j'avais pas mal de sketchs de près. Et Casa est arrivé. Et on a remodelé certains trucs, écrit beaucoup de nouveaux. Et trouvé un fil conducteur, un truc logique qui relie un peu tout. Et voilà, ça fait assez naturellement, assez facilement. Ouais. Et tu répètes comment? Tu parles tout seul Ouais, pour le spectacle, on a. Si vous me voyez dans le métro et que je parle tout seul, sans écouteur ni rien, c'est pas que je suis fou. Peut-être un petit peu, mais c'est que je répète un nouveau sketch. Mais on était parti 10 jours dans une maison un peu paumée pour se concentrer que sur le spectacle. On a mangé, dormi, bu, stand-up et barbecue un peu aussi. Et ouais, on était un peu reclus pendant 10 jours pour bosser le spectacle et on le faisait, je le faisais devant lui. Il était dans le canapé en train de manger des chips et je lui faisais le spectacle devant lui. Et c'est comme ça qu'on va bosser le deuxième aussi, je pense. Et il y a des moments où il t'a dit non, ça c'est vraiment pas drôle. Ouais, mais Casa, il est très particulier. Casa, c'est un des mecs les plus drôles que je connaisse. Et on a un nombre de fous rires incalculable. Mais il a une phrase, il dit on rigole pas avec les blagues. Et c'est-à-dire qu'en fait, je peux lui pitcher une blague, elle est bien, hein, et il va me regarder sans rigoler, il va dire ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, il va être en train de réfléchir à comment l'améliorer, comment l'amener plus loin, etc. Il me dit ouais, c'est bien ça. Ça, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant, tu vois. Sans rigoler. Sans rigoler. Ça Mais fait je le connais bizarre. maintenant, ça fait presque 10 ans que je le connais, tu vois. Donc, mais ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut pas être susceptible dans ce groupe. Hein. Faut pas se dire ah, mais t'es sûr que t'as aimé? Ouais, j'ai aimé, c'est drôle comme là. C'est marrant, c'est marrant. Et on pourra d'ailleurs venir te voir sur scène le 3 janvier 2026 à l'Olympia. Oui, C'est pas pitié. mal. Oui, C'est pas rien, hein. c'est cool, hein. C'est cool. Les lettres rouges, là. Quand est-ce que tu as appris cette nouvelle et qu'est-ce que ça t'a fait? La date fixée, ça a été il y a un petit mois. Mais on en parlait depuis un bout de temps. Mais
En fait, je pense que, et j'essaye de corriger ça, mais j'ai perdu un peu ce truc de surexcitation trop longtemps à l'avance. En fait, je sais que on va arriver à 2-3 jours avant, je vais être comme un ouf. Là, pour moi, c'est encore un peu loin. Tu vois, c'est encore un peu, ouais, c'est dans 9 mois, tu vois. Genre, Ouais, c'est vrai que c'est loin, tu vois ce que je veux dire? C'est cool, mais c'est loin, tu vois. Là, mais c'est cool, mais c'est loin. C'était un Mais ça va être bien. objectif en soi ou pas l'Olympia? Un Ouais. petit rêve? Bah, en fait, je passais devant depuis que je suis petit, on voyait les lettres rouges. Enfin, ça va être fou ce jour-là, tu vois, de voir le nom écrit sur l'Olympia, c'est fou. Et t'as un objectif après, en tant qu'humoriste? Après l'Olympia, un truc encore plus gros? J'ai pas d'objectif de plus gros, j'ai de l'objectif de plus drôle et de différent pour le deuxième spectacle. On va essayer de faire un truc avec plus de personnages, encore plus moi. Parce que bizarrement, c'est le premier spectacle, c'est un spectacle de présentation où je parle beaucoup de moi, de comment je vois les choses, etc. Mais je sens qu'on peut aller encore plus en profondeur sur des vrais sujets. Et ouais, c'est ça l'objectif, je crois. Et il y a des choses que, enfin, oui, effectivement, tu parles beaucoup de ta vie personnelle, tes réflexions. Et est-ce qu'il y a quand même une limite? Ou est-ce que tu es prêt à tout raconter de ta vie sur Non, il n'y scène? a pas de limite. Comme on dit, tant que c'est drôle, on y va. Faut que ça soit bien fait, après. Mais j'ai pas vraiment de limite, je crois pas, non. Pour l'instant, en tout cas, je me suis pas dit, nah, je préfère pas parler de ça. Tu vois. Mais non, non. Après, tu as un truc aussi tu parles de toi, c'est de l'insincérité, les gens ont accès à toi, mais tu contrôles quand même ce à quoi ils ont accès, tu vois. C'est pas genre, regardez ma vie, choisissez ce que vous voulez, tu vois. C'est juste, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Et non, je crois pas que j'ai de limite pour l'instant. Alors, tu es suivi par toute la France, on l'a Ou déjà un petit presque, peu ouais. dit, ou presque. Presque toute la Est-ce France, qu'on c'est t'arrête important. dans la rue? Oui, on D'accord. m'arrête. Non, souvent. Souvent, ça arrive. Moins depuis que j'ai les cheveux courts, plus quand j'avais les cheveux longs. Peut-être plus identifiable quand j'avais les cheveux longs. Mais ouais, on m'arrête pour me demander des photos, des trucs, etc. Il y a pas longtemps, je déjeunais avec un pote et on parlait un peu des acteurs, etc. On parlait de Nassim Liès. Et on sort du resto, il y a un mec qui m'arrête, il me dit non, Nassim Liès. Et je le connais, Nassim, tu vois. Et j'ai dit ouais, ouais. Je voulais pas le corriger. Et il m'a dit putain, sous la scène et tout. Je dis ouais, ouais. Ouais, c'est moi. On se ressemble vraiment pas, hein. Il s'est juste trompé de mec pas blanc, genre. Et ça te fait quoi d'être de plus en plus connu? C'est oppressant ou c'est cool? Non, franchement, c'est cool. Il y a beaucoup d'avantages. Et pour l'instant, je peux me balader dans la rue tranquillement. Genre, je peux tout faire, tu vois. En vrai, pour l'instant, c'est que kiffant. Je suis invité en loge à des concerts et tout. Genre, c'est charmé. Alors, en parallèle, tu as lancé ta carrière d'acteur, Oui. aussi bien à la télé qu'au cinéma. Donc, récemment, tu as joué dans la série Furries sur Netflix. Ou Fury. Et dans la série Fury, ouais. Ah oui, j'ai Non, ça se dit Fury. Pour moi, c'est en- Fury, c'est pas les gens qui se déguisent Il y a se toujours déguisent un bug pendant en une ours et émission. tout. Ok, je la refais, on sait jamais si j'assume pas au montage. Récemment, tu as joué dans la série Fury Fury, sur ouais. Mais t'as dit sur Furries tout Netflix. à l'heure. C'est probable, c'est ce que tu as compris, c'est tout. Et dans la série Cœur Noir sur Prime Video, dont la deuxième saison sort le 9 mai prochain. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'au jeu d'acteur d'abord? Bah, pareil, je pense que c'était être clown, c'est un peu ça aussi. Quand on dit être clown, on comprend être drôle. Et drôle, c'est de la comédie, mais en fait, on dit que je joue la comédie quand tu joues des personnages aussi sérieux. Et j'ai voulu jouer dans des films, en fait. Moi, je voulais être dans l'écran. Quand j'ai regardé, genre, je me rappelle quand j'ai regardé Armageddon à l'époque, j'étais genre, mais moi aussi, je vais aller dans un vaisseau, mais pour de faux et tout. Et ouais, j'ai toujours voulu faire ça aussi, tu vois. Et ça a commencé avec. Je pense que les vidéos, c'était ça aussi un peu. Les vidéos, c'était un mélange de stand-up dans le sens où tu as un peu la même structure de tu parles naturellement, tu vois, mais il y avait aussi des mises en scène, des trucs. Je pense que j'ai toujours voulu. J'ai accompli un peu de petits rêves, tu vois. Dans Cœur Noir, qui suit quand même un commando des forces spéciales françaises face au Cœur Noir, donc un des sous-groupes de Daesh. Tu joues quand même un spécialiste drone. On n'est plus trop dans l'humour là. Enfin, t'arrives quand même à passer d'un registre à un autre, de l'humour à un conflit armé. Comment Ouais. une ambiance de conflit armé? Comment ça se passe à ce moment-là? Bah, c'est plus drôle qu'on le pense Ah bon? de jouer ça. Ok, je parle pas des vraies situations. Des vraies situations, d'ailleurs, on en a
On en a entendu beaucoup parce qu'on est parti s'entraîner avec les forces spéciales pour les 2 saisons. On a fait 10 jours à chaque fois avec eux pour qu'ils nous apprennent leur métier, les déplacements, les maniements d'armes, les trucs, etc. pour être le plus crédible possible à l'écran. C'est marrant, vrai, je te jure, c'est drôle. On rigole beaucoup sur les plateaux, même sur des trucs sérieux. Quand c'est très très sérieux, on rigole moins. Mais en fait, c'est obligé. On est obligé de rigoler. On est obligé de parce que une bonne ambiance, c'est ce qui fait aussi un. C'est pas que ça. Il y a aussi un script, mais c'est ce qui fait un tournage réussi aussi. Là, pour Cœur Noir, c'était des conditions de tournage très compliquées. Dans les montagnes, dans des trucs. On a fait des journées genre 11h, 6h du matin, trempés, parce qu'on est censé sortir de l'eau avec des déplacements, des trucs de 40 kilos sur le dos et tout. C'est compliqué, tu vois. On est obligé de rigoler. C'était tourné où? Au Maroc. Au Maroc, ouais. Ok. Marrakech, Casablanca, et dans les montagnes, à Beni Mellal, etc. Comment tu t'es approprié ce personnage? Il y a eu déjà une prépa physique où j'ai pris presque 10 kilos en 3 mois et demi. Comment t'as fait? T'es allé au McDo? Non, je mangeais beaucoup, bien mais beaucoup, et je m'entraînais 6 fois par semaine. Et je les ai perdus après pour Furries. Merci. Et ouais, donc il y a eu un entraînement physique, et puis après on est parti s'entraîner avec les forces spéciales, comme je t'ai dit, pendant une grosse semaine. Et après on s'entraînait tous les jours là-bas, et puis on s'entraînait surtout à manier les armes là-bas. Dès qu'on les récupérait auprès de l'armurier le matin, on faisait des maniements pour être sûr qu'en fait ça devienne une espèce de. Ils appellent ça driller, donc c'est répété tout le temps pour que ça devienne un truc hyper naturel en fait. Qu'il n'y a plus de ok, là faut que je tienne mon arme comme ça, et là que machin. Ça devient le prolongement de tes bras en fait. Tu vois. Et tu te poses plus la question de. Tu peux te concentrer sur le jeu et pas sur ces mouvements-là. Tu vois. Donc t'as dû prendre 10 kilos, on t'a demandé de prendre 10 kilos, t'as accepté tout de suite ou tu Non, t'es on m'a dit, pas demandé. oula. On m'a pas demandé, oui. mais le Real voulait que tout le monde soit plutôt balèze. Donc moi, j'étais sportif quand même à la base, ça allait. Mais je suis devenu bien balèze pour la saison 1, en tout cas. Ouais. Avant Furries. Avant Furries, dont j'ai perdu du poids. Et puis pour la saison 2, j'ai repris du poids. Et là, je suis en train de reperdre du poids pour la saison 2 de Furries. Et est-ce que tu regardes les séries ou les films dans lesquels tu joues? Hier, j'étais à la projection de la saison 2 de Cœur Noir. Donc j'ai vu les 4 premiers épisodes. C'est super, c'est trop bien, je suis trop content. Et je regarde parce que Fury, par exemple, je l'ai regardé une fois. Cœur Noir, moi j'ai un petit coup de cœur après pour cette série. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais le groupe qu'on avait était incroyable et la saison 2 est vraiment super, donc je la regarderai. En fait, je l'ai regardé une fois, puis je vais la regarder avec ma mère je lui ai promis je regarderai la série avec elle, et sûrement avec des potes qui voudront la voir, etc. Donc je vais la regarder plusieurs fois. Ouais. Ça te fait bizarre ou pas de te voir à l'écran? Au début, ça faisait bizarre. Maintenant, c'est juste cool. Et puis, je regarde pas que moi à l'écran, tu vois. On fait surtout sur ce genre de série, c'est vraiment un groupe. Donc c'est juste, je regarde la série. Tu dirais que le travail prend quel pourcentage de ta vie en ce moment? En ce moment-là, Oui. je dirais 60%. Je fais beaucoup rien en ce moment-là. Mais t'as des périodes où J'en ça doit être très profite. condensé alors? Bah oui, en fait, là, tu sais, je sortais de 3 mois de spectacle à Paris. Après, là, j'ai eu une semaine dernière de vagabond. Genre, j'ai pris 6 trains en 7 jours pour partir en Belgique, pour la promo du spectacle, pour des trucs, un peu partout, plus de dates de tournée, etc. Et là, cette semaine-là, je me dis, allez, j'attaque mon tournage la semaine prochaine. Ouais. Et encore, je te dis ça, mais j'ai plein de trucs à faire cette semaine. Qu'est-ce que t'as à faire cette semaine? Là, je dois tourner un podcast ce matin. Un peu. Pourquoi ça? Un podcast. Après, j'ai un entraînement, ce qu'on appelle un média training, c'est-à-dire qu'on m'entraîne avec un journaliste pour bien répondre aux questions, etc. Demain, on a le press junket de Cœur Noir. Après, je pars en tournée à Poitiers. Je rentre le 10, j'ai une interview. Après, je dois passer sur le tournage de. En fait, non, je suis pas du tout. Oui, en fait, non. Si c'est en ça le ta disant, je me semaine rends compte. chill. Et après, le 11, je crois que je suis tranquille, mais le 12, je pars à Bordeaux pour tourner. Non, même pas le 11, je crois que je suis en tournée. Non. Là, je regarde mon attaché de presse et je crois que le 11, je suis en tournée aussi. Eh ben oui, je suis dans le 91, je suis à Tigerie. Ok, bah non, 80%, alors solide. Je suis désolée pour toi. Je viens de me rendre compte que je vais pas beaucoup dormir cette semaine, j'aime pas, j'adore dormir. Ouais, justement, il t'arrive d'être un peu surmené, même si t'es hyper content de faire ton travail. Je suis vraiment hyper content de faire mon travail et hyper reconnaissant de pouvoir le faire. Mais il y a des fois, ouais, c'est un peu fatigant. Mais je voudrais pas ne pas être fatigué. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais ne pas être fatigué.
Mais ça veut dire qu'il se passe plein de trucs, tu vois. Et c'est charmé. Et tu fais quoi quand tu travailles pas? Oh, je joue à la Play. À la Play? Ouais, je joue à Call of. À Call of, Ouais. ok. C'est aussi une petite formation pour cœur noir. Alors. Exactement, mais il y a des forces spéciales qui jouent à Call of. Et ils sont nuls. Je sais pas si tu te rends compte. T'as joué avec eux? Non, mais ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit non, on aime bien, mais on est nuls. Mais tu te rends compte, ils sont plus forts dans la vraie vie qu'en jeu vidéo, c'est fou quand même. Et tu disais que tu étais sportif, alors qu'est-ce que tu fais comme sport pour te défouler, te détendre? Bah, là, en ce moment, je suis à la salle 5-6 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça rigole 5 pas. fois par semaine, on va dire. Pour préparer Furries. Et j'ai reperdu 8 kilos en 1 mois et demi, 2 mois. Pourquoi pour préparer Furries? Est-ce que tu peux nous pitcher Bah, un peu la série? Tu veux la vraie réponse encore une fois ou la... Tout à fait. La fausse, c'est que en fait, c'est pour avoir une hygiène de vie et se sentir bien, parce que c'est quand même vrai, c'est que j'ai des scènes torse nu simplement, et que c'est Netflix et ça sort dans 190 pays. Donc, et c'était pareil pour la saison 1, tu vois, ils m'ont dit il y a des scènes torse nu, ça serait bien que ils me l'ont pas dit comme ça, tu vois. Ils m'ont dit au cas où, on te répète qu'il y a des scènes torse nu dans la. Tu sens en bombe. Ouais. Et c'est fou parce que en fait, tu te rends compte que ce métier, c'est vraiment un métier particulier parce que ton image ne t'appartient plus. C'est-à-dire qu'on tourne la série sort, etc. Et un matin, je me réveille et je vois une notification sur Instagram, Netflix France vous a identifié dans une publication. C'est une photo de moi torse nu. De la série. Genre un screen qu'ils ont pris. Et je dis, ah ok, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, tu te rends compte que, ok, ça m'appartient pas en fait. Genre vraiment, c'est plus à moi. Mais ça te dérange pas? Non, bah en fait, non, mais en même temps, oui, c'est un choix. Je suis dans aussi. la série. Tu vois, genre. Oui, oui. Ça serait bizarre, ça me dérange sur Instagram alors que c'est dans une série sortie dans 190 pays d'un coup, tu vois. Mais non, mais c'est toujours bizarre en fait on le sait, mais quand on a un truc concret comme ça de entre guillemets nudité, c'est particulier, tu vois. En plus, il y a pas on te demande ton avis ou quoi, hein, c'est juste mais j'accepte totalement, c'est même pas un débat, tu vois. C'est juste ça fait un peu bizarre au début. Et donc en parlant d'Instagram, tu crées aussi beaucoup de contenu sur tes réseaux sociaux, des vidéos d'humour comme on dit. Est-ce que les réseaux prennent une grande place ou même une trop grande place dans ta vie? Est-ce que tu arrives quand même à couper parfois? Je suis beaucoup trop sur mon téléphone tout le temps. Et le problème, c'est qu'en ce moment, je suis beaucoup sur mon téléphone passivement, entre guillemets. C'est-à-dire que je crée peu en ce moment de contenu sur les réseaux. Et je suis en train de scroller comme un. Tu stalks. Comme un teubé. Stalker, je suis pas sûr que ça soit le bon terme. Est-ce qu'on a un dico? Mais je crois que c'est pas le bon terme. Non, mais vraiment, je suis vraiment. Là, je dois passer genre 10 heures par jour sur mon téléphone. Ah oui, c'est beaucoup. Après, je regarde des séries sur mon téléphone aussi ou des films, mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps d'écran en tout cas. Ouais. Tu regardes quoi comme série ou film en ce moment? J'ai fini une série exceptionnelle. Choqué, genre. Qui s'appelle Snowfall. Tu vois ce que c'est? Ouais, je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Oh là 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 là. J'ai regardé un peu par hasard. Alors, c'est fou, j'ai regardé parce que j'ai vu un edit TikTok un peu épique de machin de cette série. Je dis, ok, il a du charisme ce gars. L'acteur, c'est Damon Idris qui joue Franklin Saint dans la série. Et en fait, il y a 6 saisons. Ça a commencé en 2018, ça finit en 2024. 6 saisons de 10 épisodes de 45 minutes. J'ai tout mangé en 1 mois et demi. Genre. Et c'est un truc qui m'arrive jamais. De me mettre dans une série comme ça. Généralement, je décroche. Et là, j'ai tout mangé en incroyable. Fantastique cette série. Ça parle de quoi? Qu'est-ce qui te plaît dedans? En gros, grossièrement, c'est sur l'arrivée de la coke, mais surtout du crack dans les quartiers de Los Angeles, donc dans les années 80, donc vendu par la jeunesse défavorisée, surtout noire, avec l'aide de la CIA. Et c'est une histoire vraie. Et c'est genre choquant. C'est trop bien joué. La réal est incroyable. L'ambiance années 80, on a des costumes de fou, des bandes-sons de malades. Ça joue merveilleusement bien. C'est trop bien. C'est une des meilleures. Je crois que c'est peut-être top 1 meilleure série que j'ai vue de ma vie. T'es pour ou contre la routine? Je suis pour la routine. C'est un peu rassurant, mais il faut qu'elle change régulièrement. Ouais, donc t'as pas de journée type. Si, je peux avoir des journées type, en vrai. Après, j'ai de la chance de faire un métier qui me permet de faire des trucs quasiment différents, surtout en tournage tous les jours. Mais là, par exemple, de janvier à mars, j'étais dans une routine qui me plaisait pas de ouf, mais qui était nécessaire. C'est-à-dire, je me levais le matin, j'allais au sport, je rentrais, je mangeais, je faisais une petite sieste, je bossais sur mon spectacle l'après-midi, et le soir, j'allais jouer. Et c'était comme ça presque tous les jours. Tu vois. Et en fait, après, à la fin du spectacle à Paris, là, j'étais content de changer de routine, tu vois, de partir en tournée, de partir en tournage, etc.
Je suis pour, mais ouais, faut pas qu'elle dure trop longtemps. Faut que tu puisses la changer soit volontairement, soit qu'elle change régulièrement. Et il y a des habitudes que tu gardes, même quand c'est un peu quand tu es un vagabond, comme tu disais. On parlait du sport, j'essaie de m'entraîner plutôt bien et des dragibus. Ça, c'est une habitude aussi que. D'accord. Ouais. Mm. On va arrêter de faire le mec LC, je sais pas quoi. L'homme parfait. Ouais, non, des dragibus. Alors, c'est quoi ta pire mauvaise habitude, la pire mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Le téléphone au réveil. Et j'essaye de me dire, tu sais quoi, je me réveille, je passe 10 minutes assis sur mon lit, à rien faire, à méditer un peu sur le truc. Allez, vas-y. Insta, TikTok, de machin, Pokémon, des trucs, ouvrez les boosters et tout. Non, l'écran pleine balle dès le mat. Aucun sens. C'est le pire réveil, je pense. Et j'arrive pas à arrêter ça. Vous mettrez en commentaire des petites techniques pour Jérémy, s'il vous plaît. Si ça a l'air de le peser par pitié, particulièrement. Par pitié. Il y a une habitude que tu aimerais ne jamais abandonner. Ouais. Je pense vanner mon frère et ma soeur. Et en même temps, accepter leur vanne en permanence. Ouais, on a l'habitude de se vanner tout le temps. Et même quand il y a une bonne nouvelle, je sais pas si c'est de la pudeur ou quoi, mais on se taquine toujours un peu. Et ça, je pense qu'il faut pas que je le perde. Mon frère et ma soeur, c'est parmi les gens les plus drôles que je connaisse. Et ils sont en plus d'un soutien incommensurable, tu vois. Mais ouais, ça, faut pas que je le perde, jamais. Très bien. Merci Jérémy. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté et regardé cet épisode de La Routine. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça t'a plu surtout. Moi, ça m'a plu énormément. Il n'y a pas de coke et de champagne, mais ça, c'est un truc qu'on peut régler après, je pense. Tu joueras dans la prochaine saison de Snowfall et tout ira bien. Oh là là, mon rêve. Si c'est le cas, si ça vous a plu, abonnez-vous sur YouTube et votre plateforme d'écoute préférée. Toi aussi, Jérémy. Oui, pardon. Soutien, s'il te plaît. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Bonjour et juste je tousse parce que bonjour et bienvenue dans La Routine. On y va, Bonjour c'est parti. Tu peux faire le clap. Voilà.